fait plaisir de t'avoir ici à Chamonix, chez toi, comme invité. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et notre invitation. De rien. Ça Comment fait tu vas? plaisir. Comment ça se passe pour toi en ce moment? Tu continues à jouer encore un peu au hockey en loisir? On ne s'arrête pas comme ça Ouais, de voilà, on jouer? s'arrête pas après une longue carrière, on coupe pas d'un coup, sinon c'est trop brutal. Mais voilà, ouais, je continue à faire un peu du loisir avec les anciens de Chamonix et puis ça se passe bien comme ça. Alors plus de 20 ans de jeu en tant que joueur professionnel, de saison du championnat de France. En tout cas, 2 Olympiades, beaucoup de championnats du monde aussi, 13, 14 de mémoire. De toute cette très riche expérience, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Et puis aussi, qu'est-ce qui t'a forgé probablement? Parce que je ne peux pas croire que autant d'années dans le hockey n'ait pas aussi forgé une personnalité. Ah, si, ça forge, je pense que ça m'a inculqué beaucoup de valeurs, beaucoup de choses avec lesquelles je continue à vivre maintenant dans le boulot en dehors du hockey. Il y a un esprit d'équipe, tu peux pas en ressortir sans rien avoir pris, donc c'est impossible, je pense, au contraire. Et les jeux m'ont beaucoup marqué. C'est vraiment des expériences particulières. Les championnats du monde, c'est une chose, c'est marquant parce qu'il y en a eu beaucoup, mais les jeux, c'est vraiment c'est différent. On côtoie d'autres athlètes, il n'y a pas que les hockeyeurs, on est dans un village olympique, il y a toute une ferveur qu'il n'y a pas autour du championnat du monde, même si la ferveur autour du championnat du monde est déjà énorme. Ça passe encore à un échelon au moment des Jeux Olympiques et ça, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde de vivre. Ouais. Tu as fait Nagano et Salt Lake City, c'est ça? Ouais. Salt Lake City, c'est les États-Unis, un pays qui est forcément sensible au hockey sur glace. C'était particulier de disputer le tournoi de hockey là-bas. Ouais, c'était particulier. Il y avait les Américains qui étaient vraiment à fond. C'est les anciens joueurs américains qui avaient allumé la flamme à ce moment-là à Salt Lake, ceux qui avaient gagné en 80 avec Placide. Donc on sentait beaucoup plus l'engouement autour du hockey à Salt Lake qu'il y avait pu avoir à Nagano 4 ans avant. C'était pas le même rapport. Finalement, porter le maillot bleu, c'est le porter dans les championnats du monde à l'autre bout de la planète où il y a quasiment personne dans les tribunes, dans des matchs un peu improbables pour essayer de sauver la peau de l'équipe de France ou de la faire monter. Et aussi les Jeux Olympiques, c'est ça l'histoire des Bleus du hockey. Ouais, moi, c'est les années que j'ai vécues, c'était ça. On est passé du groupe B au groupe A et on a réussi à se maintenir un moment au groupe A. On est redescendu et après, on est remonté dans le groupe A pour y être depuis maintenant, je crois, 8-10 ans, même peut-être plus. Donc ça, c'est une bonne chose, mais c'est vrai que c'est toujours une fierté. On l'a porté loin, où les gens ne nous connaissaient pas, ne savaient pas qui on était, rien. Même la France, pour eux, c'était une contrée vraiment lointaine. Et puis, c'est plaisant de le porter. Ça a une valeur. Là, quand on entend la Marseillaise, et puis tout ce qui va avec, c'est des anecdotes. Mais là, maintenant, avec mes enfants, je vois, là, on a regardé un peu la Coupe du Monde de foot. Il y avait les hymnes. Et les hymnes, moi, à chaque fois, ça me touche parce que même si c'est là, on a entendu l'hymne italien, pas cette année en Coupe du Monde, mais à chaque fois, je leur disais, ça, c'est des trucs que j'ai connus et différemment que la Coupe du Monde de foot, mais ça rappelle tout le temps des bons souvenirs. Au fil des années et de l'expérience que tu as pu avoir avec cette équipe de France, tu t'es senti devenir un leader par l'exemple. Il y a des leaders évidents qui ont le caractère, voilà, qui s'imposent d'eux-mêmes dans le vestiaire. Toi, c'était avant tout sur la glace. C'est comme ça que tu imaginais ton rôle, ou que tu as vécu ton rôle plutôt? Je ne l'ai pas imaginé. Après, c'est venu naturellement, on va dire. Au fil des années, on prend un peu de la bouteille, on se permet plus de choses dans le vestiaire, de parler plus, de donner plus de conseils qu'à 22 ans. C'est plus compliqué d'aller voir le gars de 30 balais et de lui expliquer comment il faut jouer au hockey. Donc, c'est une démarche naturelle, je pense, dans tous les sports. Plus on prend un peu de bouteille, on essaye de transmettre aux jeunes. Et après, j'ai pris un rôle plus de leader sur la glace en tant qu'exemple, plus qu'à beaucoup parler dans le vestiaire. Je parlais, mais pas à outrance. L'esprit chiffonnier, on en parle beaucoup pour l'équipe de France. Je pense que c'est vraiment une transmission qui s'est faite au fil des années, un état d'esprit que vous avez eu forcément pour essayer à un moment donné de sortir du rang de deuxième équipe, deuxième rang mondial, on va dire un petit peu, et puis s'inviter à la table des meilleurs. Ça t'a vraiment collé à la peau aussi, toi, toute ta carrière, cet état d'esprit, cette philosophie? Ouais, on a eu un groupe, nous, de jeunes, on va dire de 78, où il y avait Laurent Meunier, 80 et jusqu'à 76, 75, 74. Les jumeaux Rosenthal étaient 75. Et toute cette génération-là de 5-6 ans, on a gravité ensemble pendant des années en équipe nationale et
on avait cette réputation de se battre comme des chiens sur la glace parce que peut-être qu'il nous manquait un peu de talent, il nous manquait un peu de pratiquer beaucoup plus du haut niveau à ce moment-là. Et maintenant, ça a permis aussi aux jeunes derrière nous de partir à l'étranger, d'acquérir toutes ces choses que nous, on n'avait pas peut-être acquis à ce moment-là. Et du coup, je pense que ça a augmenté un petit peu le niveau de l'équipe nationale. Et le fait qu'ils maintenant ils restent en groupe A, c'est que bénéfique pour eux. Il y a aussi cette notion d'humilité qui est importante et d'acceptation du rôle. Autant, par exemple, en championnat de France, il y a certaines saisons où tu as vraiment été un leader d'attaque. Tu as marqué beaucoup de points, tu as eu des trophées individuels, etc. Comme à l'inverse des joueurs comme aujourd'hui Bellemare ou Roussel, qui sont des leaders en équipe de France et qui doivent marquer des points, apporter ça, sont dans leurs clubs respectifs en NHL, des joueurs de devoir, etc. Ça fait partie aussi de l'ADN de l'équipe de France de dire voilà, je suis utile à mon équipe, peu importe le contexte, et voilà, je peux être peut-être, on va pas dire la star, mais en tout cas un vrai leader au niveau des points dans un contexte et dans un autre, être, voilà, par exemple pour toi, le centre travailleur qui va cadenasser la ligne offensive adverse, etc. Je pense que c'est dans tous les sports comme ça collectifs où chacun a son rôle. Il ne peut pas y avoir que des buteurs, il ne peut pas y avoir que des mecs qui défendent. Et il faut qu'il y ait une homogénéité dans l'équipe. Et après, c'est vrai qu'en club, j'avais entre guillemets le rôle de marquer des buts, même si j'en mettais pas beaucoup. En équipe nationale, c'était pas mon rôle. C'était vraiment beaucoup plus défensif. J'étais beaucoup utilisé à 4, des choses comme ça. Et c'est un rôle qui paraît ingrat de l'extérieur, mais quand on le joue, qui est énormément plaisant d'empêcher les autres aussi de marquer des buts. Ça nous arrivait d'en marquer, mais c'est vrai que si on finissait le match et que les lignes qu'on devait combattre n'avaient pas marqué de but, on avait fait notre match, on avait fait un bon match et souvent ça permettait aussi à ceux qui devaient marquer de marquer le but et puis de gagner le match. Alors tu es chamoniard, tu as commencé ici. Tu es revenu ici sur la fin de ta carrière. Il y a eu notamment une grande parenthèse à Amiens, importante pour toi évidemment. Pour toi, c'était clair que voilà, tu avais commencé ici, tu reviendrais ici, tu ferais ta vie professionnelle aussi derrière le hockey ici. Tu es très attaché à la culture ici, tes proches sont forcément là. Voilà, ouais, c'était pas une évidence en soi. Après, si j'avais pas eu les opportunités que j'ai eues ici, je serais peut-être pas revenu à Chamonix, je sais pas. J'ai eu les opportunités en fin de carrière de revenir. D'avoir une reconversion, et puis quand on connaît l'environnement ici, la qualité de vie, certes on paye beaucoup de choses plus chères, mais il y a une qualité de vie que j'ai pas retrouvée sur Amiens ou sur d'autres villes que j'ai visitées. Donc après, je me suis dit, est-ce que mes gamins grandissent dans une ville fermée ou est-ce que je les fais grandir où moi j'ai grandi et puis on est en liberté en gros. Je préférais vivre ici. On a assisté tous les deux à la présentation de l'équipe de Chamonix pour cette saison à venir. Christophe Ville, notamment, a eu un discours affirmé sur le fait que le hockey de montagne devait encore exister en Ligue Magnus, que il y avait un particularisme ici et puis une grande histoire, une riche histoire. Il y a le club 1910, c'est ça, si j'ai bien compris, qui est né. Sûrement pour continuer de fédérer et puis de transmettre. Ça, t'as pas hésité, j'imagine, à faire partie des premiers membres. Ouais, là, Toff, hier, a vraiment dit qu'il fallait qu'on continue là-dedans, mais c'est vrai que ça fait plusieurs années que c'est comme ça, où il y a un engouement sur Chamonix pour le hockey qui date de nombreuses années, et il faut essayer de le conserver, chose qui est difficile, parce que les budgets des grandes villes ne sont pas ceux de Chamonix, et du coup... pour l'instant, ils arrivent à rester dans l'élite, mais je ne sais pas encore pour combien de temps, parce que c'est compliqué, je pense, au niveau budgétaire. Ça serait qu'une histoire d'équipe, ça, il n'y aurait pas de souci. Mais du coup, là, il y a quand même beaucoup de choses qui se font autour de ça. Hormis le budget de l'équipe, il y a beaucoup de choses qui se créent autour. Un club des anciens qui se remonte, les partenaires qui sont toujours présents. Donc, on se dit pourquoi ça ne tournerait pas en notre faveur et qu'on arrive à avoir un peu plus et puis une équipe de nouveau vraiment compétitive dans les hauts de tableau. Tu as un engagement professionnel qui est très fort en ce moment, qui ne te permet pas forcément d'avoir du temps libre ou disponible pour le club. Quand tout ça sera bien lancé, et c'est ce qu'on souhaite évidemment, est-ce que tu aimerais apporter aussi ton expérience au sein du staff sportif de Chamonix ? Ça, j'y réfléchis depuis que j'ai arrêté, mais... je sais pas en fait, ça va dépendre de plein de choses. Sur le moment, à l'heure actuelle, non. Je n'ai pas envie d'y retourner maintenant. Je sais pas si dans 2, 3, 4 ans, effectivement, je me dirais si
J'aimerais bien entraîner, j'aimerais bien filer un coup de main au club, j'aimerais bien parce que j'aurais libéré du temps ou parce que j'en aurais envie. Mais à l'heure actuelle, j'ai pas plus envie que ça de m'impliquer et j'ai autre chose à côté. Et voilà, donc pour l'instant, non. Ça viendra, peut-être. Mais ça dépendra des opportunités aussi, de plein de choses, des gens à la tête du club au moment où moi j'en aurai envie. Il y aura beaucoup de facteurs qui feront la différence. Alors je finis toujours mes entretiens en tête-à-tête avec cette question-là, qui porte sur l'avenir en fait, du hockey français. Pour toi, quelle devrait être la priorité aujourd'hui du hockey français pour continuer de se développer et grandir tout simplement? La priorité, je ne sais pas si c'en est une, mais pour moi, ils ont visé un poil trop haut en voulant faire une ligue professionnelle tout de suite avec autant de clubs dans la ligue professionnelle. Et en restant peut-être semi-amateur avec la possibilité que les gars puissent bosser à côté, avoir des salaires corrects. Parce que dans beaucoup de clubs, il y a des gars qui n'ont pas des salaires de professionnels. C'est une ligue professionnelle, mais les gars ne touchent pas d'argent pour jouer. On ne peut pas appeler ça un sport professionnel quand le mec il touche 1 000 € par mois, c'est pas possible. Donc, est-ce ils n'ont pas visé trop haut et peut-être visé un échelon en dessous en se disant on fait une ligue semi-pro compétitive à 10, 12 clubs, en sachant que il y a peut-être 10 mecs vraiment payés dans l'équipe, et puis les 10 autres font un boulot à côté, et tout ça, ça se faisait avant. Est-ce qu'ils n'ont pas vu trop vite, ils ne sont pas vus trop beaux trop vite, je sais pas. L'avenir nous le dira, mais moi j'ai l'impression qu'ils sont allés un peu trop vite. Il manque encore quelques années pour que tout ça se mette en place. Les médias, malheureusement, ne sont pas là, les médias nationaux. Donc, ça fait que les sponsors ne sont pas là, l'argent ne rentre pas et c'est compliqué. J'espérais qu'avec le championnat du monde qu'il y a eu en France il y a 2 ans, ça allait justement mettre un engouement supplémentaire là-dedans. Ça n'a pas été le cas, ça a pris le temps du championnat du monde. Derrière, j'ai eu l'impression que ça avait bien rechuté au niveau de l'engouement et qu'il n'y avait pas plus de monde que ça dans les patinoires suite au championnat du monde. Donc c'est dommage, mais au moins ils ont eu le mérite d'essayer aussi. Donc c'est compliqué. C'est une bataille permanente pour le hockey français. Je te remercie beaucoup, Laurent, d'avoir échangé avec moi et partagé ton expérience de joueur et de vie. Merci beaucoup à toi et on te souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Merci à vous, merci à toi pour faire ce que tu fais là actuellement, là, le Tour de la France. J'espère que ça portera ses fruits. Salut le hockey franco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et activez la cloche si vous voulez ne rien louper. À la prochaine!